Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mes deux compères, Philippe Guillemenec et Patrice Lobignat. On va vous parler d'un livre qui sort la semaine prochaine et qui est né sur ce plateau. Alors, je ne sais pas si on dit plateau quand il s'agit d'un webinaire, mais qui est né autour de cette table. Je ne sais pas non plus si on dit table. Autour de cet écran. Voilà, c'est peut-être le bon propos. Donc cette idée portée initialement par Philippe de Marketing Zéro, et le livre sort donc la semaine prochaine. Est-ce que l'un de vous là, moi je l'ai pas encore imprimé dans mes mains pour pouvoir le montrer. Philippe, Non, tu l'as parce que moi je l'ai laissé à l'étage. Voilà. Ouais, voilà, Vous le Marketing voyez Zéro dans le bon qui va sens? sortir. Ouais, c'est parfait, qui va sortir donc le 11 juin, vendredi prochain exactement, en même temps qu'un autre livre, celui-là je l'ai, qui est 3 méthodes marketing pour les RH. Donc pas mal d'activités chez 1 minute 30 Publishing ce mois-ci. Patrice, Philippe, je vous laisse vous présenter. On est en train d'uploader la présentation dans les slides, je ne sais pas où on en est. Et puis on va vous parler de Marketing Zéro et de la façon dont ça fonctionne. Et bonjour à tous dans le chat, n'hésitez pas à faire à vous présenter vous aussi dans le chat. Excuse-moi, je suis en train de lire Jérémy qui me demande de fermer un onglet Chrome et je ne sais pas de quoi il s'agit. À vous. Allez Philippe, c'est à toi l'honneur. Alors, je suis Philippe Guillenac, je suis directeur marketing. Vous m'entendez? Ouais. C'est bon. Donc, Philippe Guillenac, je suis directeur marketing de Akio. Akio, c'est un éditeur de logiciels pour les centres de contact, les services clients. Et je fais du marketing depuis maintenant 25 ans à peu près. Donc, j'ai commencé, je suis pas spécialement un digital native, je sais que ça se voit pas, j'ai l'air très jeune. Mais par contre, j'ai été élevé au biberon du web pratiquement depuis le début, parce que le début de ma carrière, c'est peu avant les années 2000. Donc, j'ai connu juste avant, et puis après, toute la partie web de A à Z. Et donc, j'ai été complètement bercé, imprégné, alimenté par tout ce qui est digital, web, etc. dans le marketing. Et ce, essentiellement dans le secteur, dans un premier temps B2B et même IT. Et puis ensuite, de plus en plus, j'ai ouvert vers d'autres horizons et j'ai travaillé sur d'autres secteurs d'activité. J'ai également été enseignant, le marketing et le brand content notamment. Voilà pour moi. Et juste Patrice, j'ai toujours pas de slide dans le truc. Donc si tu peux moi je les ai, ils y sont. Tu pourras les projeter alors peut-être. Je sais pas comment on fait, mais je vais le faire, je vais essayer. Si tu les as, tu as un bouton qui est play juste en dessous. Ok, super. Donc moi je suis Patrice Lobignat, je travaille dans le marketing depuis longtemps. J'ai aussi embrasser le web et le digital. J'étais ce matin sur Clubhouse, ouais, même les outils nouveaux. Et puis, j'ai écrit déjà sur le marketing, mais là, j'ai eu la chance, le grand bonheur d'être accueilli par Philippe et de coécrire avec lui sur le marketing zéro. Et c'était effectivement né d'une rencontre. On se connaissait déjà, mais on avait une conversation avec Gabriel ici, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, même si le projet était déjà démarré dans la plume de Philippe. Voilà, donc moi je travaille pour une société que j'ai créée qui s'appelle E4Brands. Je fais du conseil, j'accompagne des marketeurs, des marques, des entreprises. Avant ça, j'ai publié sur le marketing émotionnel et désormais j'ai embrassé la cause du marketing zéro dont on va parler ce matin. Alors, j'appuie sur Start, Gabriel, si tu veux. Vas-y. Est-ce que tu vois quelque chose? Ouais, c'est bon. Ben voilà. Et les slides sont bien là maintenant. Alors, le marketing zéro, c'est le marketing responsable dont vous êtes le héros. Et on a imaginé avec Philippe cette nouvelle vision du marketing, si j'ose dire, partant d'un constat. Donc le constat, Philippe l'avait fait depuis déjà quelques temps, et je pense qu'il n'était pas le seul. Je partage bien entendu son point de vue, et je pense que vous aussi, pour certains, vous en aviez assez d'entendre « ça, c'est du marketing ».
Philippe, je te laisse peut-être en dire un peu plus. En fait, ça, c'est du marketing. Vous savez, l'expression pour dire ça, c'est du marketing, ça veut dire c'est encore de la cosmétique, c'est pour habiller le truc, mais en fait, derrière, c'est faux, quoi. Le marketing, c'est faux. Et ça date pas d'hier. Hein. Ça fait longtemps que le marketing est considéré comme une pratique manipulatrice, mensongère, et on verra qu'il y a pas mal de reproches qui lui sont faits. On les a d'ailleurs catégorisés avec plein d'exemples. Mais comme je disais, ça date pas d'hier, puisque par exemple au début du XXe siècle, il y avait tellement de mensonges, les mensonges étaient tellement présents dans les messages publicitaires que partout dans le monde, les législateurs ont pris des mesures très fermes pour empêcher les marketeurs et les communicants de dire n'importe quoi. Et donc pendant un certain temps, le marketing a vécu d'ailleurs plusieurs âges d'or en pratiquant là pour le coup un marketing, on va dire, plus raisonnable entre guillemets. Et puis au fur et à mesure, les mauvaises pratiques sont revenues, on commence à nouveau à contourner, on va en parler après, on trouve un certain nombre de moyens de toucher la cible même si elle n'en a pas envie, de la faire acheter même si elle n'a pas envie, de parler en bien d'un produit même s'il est nul. Et du coup, ça a explosé littéralement, ces pratiques-là, avec le digital. Le digital a apporté une très grande puissance au marketing, avec des nouveaux outils, mais il a aussi apporté une très grande puissance aux mauvaises pratiques marketing. Et donc, on a un public qui est de plus en plus lassé. Là aussi, on a fait un certain nombre d'études sur le sujet. On a récupéré pas mal d'informations. On a interviewé plein de gens pour constater que la lassitude ne cesse d'augmenter. Elle fait en plus face à un besoin de recherche de sens des publics qui s'inscrit dans encore un autre sujet, mais qui est très important, qui est le principe de la rationalisation. Les publics en ont marre, en gros, on les considère juste comme des objets de consommation. Et du coup, ils veulent autre chose. Et en raison de tout ça, de ce paradoxe, d'un côté des publics qui en ont marre d'être harcelés et de l'autre des publics qui ont envie d'avoir du sens, et bien on s'est dit qu'on risquait de voir le marketing mis sous cloche, littéralement. D'ailleurs, ça a commencé avec RGPD, avec l'anti-cookie, avec un certain nombre de mesures, plein de procès retentissants également. Probablement, ça va encore accélérer. D'ailleurs, on commence à voir pas mal d'articles d'observateurs qui disent que ça ne suffit pas, le RGPD n'est pas efficace. Et donc, ça va accélérer. Et du coup, plutôt que de pratiquer un zéro marketing, faire une fin du marketing ou un marketing tellement mis sous cloche qu'il n'a plus de sens, on pense que le marketing ayant une énorme utilité dans le monde, dans la société, il faut pratiquer un marketing zéro spam, zéro pollution, un marketing responsable. Voilà pour l'introduction. Moi, j'ai écouté Seth Godin hier en podcast, etc. Et lui, il distinguait quand même tout ce qui était de l'ordre du brand marketing et du direct marketing. Et en disant que le direct était vraiment venu avec le net, le digital, la possibilité de la mesure. Et ce qui caractérisait pour lui le direct, c'était vraiment la mesure. Est-ce que en fait, le marketing zéro, c'est le zéro marketing direct ou c'est le zéro brand marketing aussi? Alors, ça fait partie. Il y a dans la méthode qu'on a évoquée avec Patrice, il y a un aspect qu'on appelle le reframing, c'est-à-dire le rééquilibrage du marketing vers la marque, quelque part, davantage que vers des opérations. Là aussi, on y reviendra, mais typiquement, hier, j'ai participé à une réunion avec des marketeurs, un club de marketing, et j'ai exposé cette idée. Et puis à la fin, après, il y avait des discussions entre les marketeurs dans des ateliers de travail. Dans tous les ateliers, la discussion n'a porté que sur comment je fais pour améliorer mes opérations, comment je fais pour améliorer mes campagnes, comment je fais pour obtenir des indicateurs de performance, comment je fais pour envoyer plus d'emails qui touchent plus de public, qui poussent les gens à consommer. Ils n'avaient rien compris. Il faut travailler effectivement pour revenir vers la notion de marque, vers le sens. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se définissent comme d'entreprises à mission, en tout cas qui réfléchissent à leur raison d'être. Il faut aller dans ce sens-là, donc ça veut dire rééquilibrer les énergies, les efforts et les budgets également dans ce sens-là. Cela étant, c'est pas tout, c'est-à-dire que la question d'aller vers la marque, c'est pas uniquement de faire uniquement du brand content. Moi, j'ai enseigné le brand content. C'est pas uniquement d'enseigner le brand content, parce que dans le brand content, tu peux aussi avoir des mauvaises pratiques. Tu peux avoir des pratiques sensationnalistes, par exemple. Tu prends par exemple Dolce & Gabbana, il y a quelques années, qui a fait du brand content avec une femme chinoise qui mangeait une pizza avec des baguettes. Alors, c'était censé être drôle
et montrer que la culture italienne ne s'exporte pas, enfin, c'est pas uniquement de la pizza, c'est pas de la pizza culture, donc c'est aussi de la grande cuisine, ou entre guillemets, hein, la grande couture. La haute couture, en l'occurrence, ça a été très très mal perçu parce qu'on verse dans le sensationnalisme la femme chinoise qui n'arrive pas à manger sa pizza avec ses baguettes. C'est n'importe quoi. Donc on peut aussi faire du très mauvais marketing en pratiquant uniquement du brand et de la marque. Ouais, pour te répondre, Gabriel, l'idée, c'est pas du tout de faire du zéro marketing, quel que soit le sujet, que ce soit du zéro branding ou du zéro direct. Le sujet, c'est de faire mieux les choses et d'en faire moins. En fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que les gens dans le club de Philippe, leur seule idée, c'est oui, nos indicateurs de performance sont en baisse, donc il faut qu'on fasse plus, quoi. Donc, mon mail est moins ouvert, ma newsletter, elle est moins ouverte, donc j'ai qu'à en envoyer à plus de gens. Et tout est comme ça en fait dans le marketing depuis 20 ans. On constate que les actions sont de moins en moins performantes, mais donc la réponse qu'on a, c'est d'en faire plus. Et ça sert à rien puisque plus on en fait, moins elles sont performantes finalement. Donc on tourne en rond et on déprécie de plus en plus les prises de parole. Et évidemment, l'audience trouve ça de plus en plus insupportable. C'est l'idée que tu vois même sur LinkedIn, que tu as des gens qui te disent « Ah, je vous ai déjà envoyé ce message, mais vous ne m'avez pas répondu, donc je vous le renvoie. » En fait, c'est du harcèlement. C'est la même chose que si dans la rue, tu parlais à quelqu'un, il ne te répond pas, tu continues, quoi. Tu lui dis « Vous ne m'avez pas répondu, mais je vais quand même vous continuer à vous parler. » Ben non, en fait. Si je t'ai pas répondu, c'est que j'ai pas envie de te parler. Donc, est-ce que tu pourrais t'arrêter? Le marketing ne tient pas compte de ça. Le marketing d'aujourd'hui, c'est si tu m'as pas répondu sur LinkedIn, je vais t'écrire un mail, ou alors je vais te téléphoner, ou alors je vais. Non, si je t'ai pas répondu, je t'ai pas répondu. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu m'as écrit? Puisque en fait, j'avais pas envie que tu m'écrives. Ouais, mais vers cette Godin que. Toujours pour citer Seth Godin, ce qu'il dit, c'est que aujourd'hui, on a trop d'indicateurs et c'est le fait d'avoir des indicateurs qui nous pousse à avoir des comportements inadaptés en voulant chercher les métriques des autres plutôt que de se concentrer sur sa propre cible, ses propres enjeux, etc. Excusez-moi, je vais appuyer sur le panic button comme le suggère Jérémy pour relancer la room, voir si ça enlève le pop-up. Si ça marche pas, on continuera avec ce pop-up qui est pas terrible, mais qui a l'air de pas embêter les gens quand même. J'appuie sur ce panic button, je pense que ça prend moins de 10 secondes, mais voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? Faut remettre la caméra. Est-ce que vous avez toujours le mauvais pop-up ou pas? La présentation, moi je l'ai toujours pas, mais toi tu l'as peut-être de ton côté. Ah elle est partie, faut que j'aille la rechercher. Ok. Et dans le chat, vous avez le pop-up? Ah, et aussi Patrice est parti aussi. Ah bon on va avoir on va arrêter avec les panic buttons. On n'a pas réussi à virer le pop-up qui perturbe l'image. C'est pas grave, on va juste attendre le retour de Patrice et du document, mais pendant ce temps-là, on peut continuer à introduire le marketing zéro. Et il y avait une question juste avant que j'ai ratée parce que j'ai appuyé sur le marketing automation. Est-ce que le fait de changer cette pratique ou d'essayer de pratiquer un marketing responsable condamne le marketing automation? En ce qui me concerne, je pense que c'est pas loin de le condamner, ou en tout cas, ça le condamne tel qu'il est fait aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple très simple. Très souvent, les gens qui font du marketing automation disent oui, mais on personnalise. Et la personnalisation du marketing, c'est souvent considéré comme la solution au problème. En vérité, j'en ai fait de la personnalisation marketing, c'est pas encore la solution. Et donc voilà l'exemple. Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, une femme américaine enceinte a perdu son bébé.
Quand elle était enceinte, elle avait cliqué sur différents sites de lingettes, de produits pour enfants, également pour des jouets pour enfants, etc. Elle recevait régulièrement des messages publicitaires envoyés de manière automatisée, donc par du marketing automation notamment. À partir de là, elle a perdu son enfant, donc elle est évidemment dans un état que vous pouvez imaginer, et elle continue de recevoir des messages, les mêmes messages de produits pour enfants, publicitaires, etc. Ce qui la met dans un état encore pire, évidemment. Et puis, elle met sur les réseaux sociaux, attendez, regardez, j'ai perdu mon enfant, je suis absolument déprimé, enfin, je vais très mal, il faut arrêter de m'envoyer vos pubs, il faut également arrêter les bandeaux publicitaires de retargeting là, qui me collent à la semelle, parce que je suis plus, si vous personnalisez votre marketing, arrêtez, puisque vous allez voir sur les messages que j'envoie que je suis plus en train d'attendre un enfant. Ben non, ça continue. Aucun marketeur d'aucune des boîtes, aucun des annonceurs n'a pris en considération son cas personnel. Donc, ça personnalise rien du tout aujourd'hui le marketing automation. Ça personnalise des personas uniquement. C'est-à-dire des grands groupes à peu près avec un comportement ou un profil homogène selon que c'est plus ou moins bien fait. Le jour où on sera capable de considérer le client en tant qu'individu, comme dit Decathlon, comme dit la responsable relation client de Decathlon, c'est de faire en sorte de considérer le client comme si c'était votre meilleur ami. Le jour où on sera capable de le faire, oui, on pourra automatiser. Pour le moment, on ne peut pas, on ne sait pas le faire, et donc il ne faut pas le faire. C'est normal, ce grand vide, ou c'est… Mais j'entends pas Gabriel, moi, en tout cas. J'ai coupé le micro, excusez-moi. Ah, je faisais des tests et j'ai coupé le micro. La question de Daniel Beau, la solution ne serait-elle pas de développer le help content? Et j'en profite pour saluer Daniel. Je veux bien savoir ce qu'est le help content. Pour moi, je ne connais pas le concept. Ok, bon, on y reviendra un peu plus tard, on vous laisse avancer. Donc, tu prends la suite, Patrice, ou tu veux que je continue? Non, je te laisse… Bon, alors d'abord, finissons sur le constat. Avant de parler de la méthode, rapidement, le constat, c'est qu'on a identifié essentiellement quatre gros problèmes, enfin 4 types de pratiques à éviter. Parce que avant de dire voilà ce qu'il faudrait faire, avant d'imaginer une méthode qui d'ailleurs vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire que c'est une méthode, il faut l'utiliser pour savoir si elle est bien ou pas. Au moins, il y a des constats. Et les constats, ils sont clairs, vous verrez dans le livre, pour ceux qui le liront, c'est illustré, c'est étayé, c'est difficile d'aller contre. Hein. Le premier des constats, c'est le matraquage et le harcèlement. Difficile de dire qu'il n'y a pas de harcèlement ou de matraquage par le marketing. Il y a plusieurs études qui ont été faites. On dit qu'on a entre 5 et 10 000 input marketing au cours d'une journée, chacun d'entre nous. Il y a un épisode marrant, une anecdote, c'est Ron Marshall, il y a quelques années, qui est un publicitaire, qui s'est agacé d'entendre ça et qui a dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas tant de messages que ça. Et donc, il a fait l'expérience lui-même et il le décrit. Et il décrit qu'il se lève le matin et qu'il va dans la salle de bain et là, il voit toutes les marques des produits dentifrice et autres. Et puis ensuite, il commence à se nettoyer, etc. Puis encore d'autres produits. Il entend à la radio des messages publicitaires et il les compte au fur et à mesure. Et il termine en disant, j'ai arrêté à la fin, juste avant le petit déjeuner, j'avais déjà noté 487 messages et je me suis dit que j'allais pas continuer. Voilà, donc, le harcèlement, c'est factuel. Le deuxième problème, c'est l'espionnage. Donc ça, on le sait parce qu'il y a eu des procès retentissants, oui, c'est en cours d'être travaillé avec notamment Facebook et puis d'autres. Hein, il y a beaucoup de procès. Alors on entend beaucoup parler de Facebook, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il y en a énormément. Le troisième point, c'est donc on espionne beaucoup. Hein, et l'espionnage de la RGPD, il ne change rien parce que désormais, les startups vont prendre des serveurs à Hong Kong ou ailleurs et ils espionnent tranquillement depuis ces pays. Il y a des blagues qui circulent sur le fait que Google rachète une pizza et quelqu'un essaie de commander une pizzeria et quelqu'un essaie de commander une pizza et en commandant la pizza, Google lui dit bah non, vous ne pouvez pas parce que vous avez un taux de graisse dans le sang qui est beaucoup trop élevé.
Alors il dit bah, c'est pas grave, je vais quand même commander et puis je vais prendre. Ah non, vous ne pouvez même pas commander parce que de toute façon votre compte bancaire est bloqué. Donc Google, c'est tout ce qui se passe sur vous grâce au digital. D'ailleurs. Troisième problème, c'est la manipulation. Manipulation dans laquelle on peut inclure le mensonge. Le mensonge est interdit en publicité, bien sûr, sans parler du fait que c'est pas éthique, mais en plus de ça, mais malgré ça, il continue d'exister. Alors, on donne plein d'exemples dans le bouquin, vous les verrez, c'est parfois assez drôle. Hein. Ou alors, quand je dis mensonge, par exemple, c'est un packaging qui vous montre une super glace très très jolie. Quand vous ouvrez le truc à l'intérieur, c'est affreux. Et puis le quatrième, c'est le sensationnalisme. C'est peut-être le pire. Adorno le décrivait, le sensationnalisme et le sens du spectacle comme étant la pire plaie de la démocratie. Je suis assez d'accord avec ça. On verse dans le sensationnalisme, on cherche le buzz, on cherche à créer de l'émotion très très forte. Alors il faut de l'émotion dans le marketing, sinon il n'y a pas de mémorisation possible. Mais enfin, c'est pareil, hein, c'est comme tout, il faut être un petit peu raisonnable et pas faire n'importe quoi. Et il y a vraiment parfois du n'importe quoi. J'en veux pour preuve, par exemple, c'est, je crois, Nana, il faudra vérifier dans le livre parce que je ne voudrais pas citer une mauvaise marque, mais je crois que c'est Nana qui avait fait une pub disant on a inventé un déchiqueteur de toilettes hygiéniques, alors que c'est très très difficile de déchiqueter des toilettes hygiéniques. Et donc, tout le monde était très surpris de ça. Tous les journalistes se sont penchés sur la question. Puis en fait, finalement, les marketeurs ont dit ah ben non, non, en fait, c'était une blague, c'était une fake news, c'était pour faire un peu le buzz sur notre nouveau produit de toilettes hygiéniques. Voilà, c'est le genre de choses qu'on voit maintenant et qui passent à peu près normalement. Dans l'un des clubs auxquels j'ai participé aussi récemment, il y avait un intervenant qui parlait de manipuler les gens et personne ne semblait réagir. J'ai fait un petit commentaire dans le post comme vous êtes en train de faire en disant c'est inadmissible. Pourquoi est-ce que personne ne réagit à quelqu'un qui est en train de dire il faut manipuler, mais personne n'a réagi. Voilà. Donc ça semble être quelque chose qui est finalement passé dans l'air du temps. Non, non, mais je suis d'accord avec tes 4 constats. Alors, il y a un peu de réserve aussi dans le chat. Mais moi, je te rappelle une tribune que tu avais faite il y a longtemps et que j'ai toujours trouvé géniale, qui était celle de la vie sans marketing. Tu disais le matraquage, on voit plein de marques tous les jours, etc. Mais dans ta tribune, tu disais à contrario que si on n'avait pas de marketing, nos villes seraient grises, nos vies seraient grises, et que justement la présence des marques autour de nous, la présence de la publicité créative en tout cas, était un élément finalement d'embellissement de la vie et de la ville. Absolument, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le marketing, j'adore le marketing, je pense que ça a une énorme, ça a un sens, ça apporte du sens et ça peut contribuer au sens. D'ailleurs, Daniel vient d'expliquer ce qu'est le head content et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que l'idée, c'est qu'on peut pratiquer un marketing qui apporte du sens, par exemple, en expliquant aux gens comment utiliser les produits. Le head content dont il parlait tout à l'heure. D'ailleurs, je travaille dans une société qui fait dans la relation client, hein, Akio, et du coup, je suis très sensible à la notion d'expérience client et de qualité d'expérience client. C'est d'ailleurs un des points dont on parlera avec Patrice juste après au niveau de la méthode. Donc, il ne faut pas arrêter le marketing, il faut le pratiquer autrement. Oui, c'est ce qu'on expose là dans le slide que je montre depuis tout à l'heure pendant que tu nous expliques les constats, mais notre idée, c'est bien au contraire de redonner envie, de transmettre notre passion du marketing, mais d'un marketing qui est d'autres missions que simplement de pousser des mails et d'essayer d'avoir du ROI. C'est un marketing qui doit déjà, pour commencer, s'interroger sur la valeur qu'il crée pour le client. Donc, comment rendre les clients plus heureux, comment les accompagner dans leur parcours, comment faire en sorte qu'ils soient plus épanouis. Donc, ce que vient de dire Daniel, justement, participe de ça. C'est comment les aider. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Comment aider les autres à devenir meilleurs. Quand on parle de Decathlon, c'est l'exemple vraiment le plus intéressant. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'exemple de Leroy Merlin qui t'apprend à poser ton parquet et à faire des trous dans le mur. C'est pour que tu sois un meilleur bricoleur. C'est accompagner les gens dans leur vie, en fait. Hein. Le produit est là pour les rendre plus heureux, plus satisfaits d'eux-mêmes, plus satisfaits des autres et de vivre une meilleure vie. Donc, c'est ça le sens du marketing. C'est expliquer ça, expliquer quelle valeur j'apporte, pourquoi c'est important, pourquoi ça peut nous aider et pas être omnibulé par le résultat des actions. Néanmoins, c'est aussi améliorer la performance. La méthode qu'on propose, elle n'est pas seulement de dire faisons moins de choses,
arrêtons de faire des trucs qui sont pas bien. Elle est aussi de dire soyons plus performants dans ce qu'on fait, parce que si on donne du sens, si on le fait mieux, et là ça rejoint le discours de Seth Godin dont tu parlais tout à l'heure, son idée d'équilibre, on en reparlera avec Philippe sur le reframing, c'est aussi de dire il faut déjà créer du sens, il faut que ça apporte vraiment quelque chose et que les gens s'y retrouvent. C'est pas, si tu crées vraiment cette valeur-là, tu auras plus de performance. Enfin, je veux dire que c'est évident qu'un contenu tiens, tu citais l'article ou la tribune de Philippe tout à l'heure, qui t'a marqué, qui t'intéresse et que tu recites encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a créé quelque chose. Enfin, il y avait une vraie valeur pour toi. Sinon, tu serais passé à côté, tu n'en parlerais plus aujourd'hui. Et donc, il aurait fallu que Philippe t'envoie 150 tribunes dans lesquelles il n'aurait pratiquement rien dit pour que peut-être tu le remarques. Et c'est même pas sûr. Et en fait, il a suffi d'une tribune réellement intéressante, réellement passionnante pour que tu fasses la différence. En fait, c'est ça le sens du marketing qu'on a exposé et dont on va parler maintenant. C'est un marketing qui crée du sens, de la valeur pour les clients et qui donc augmente la performance des actions. Ouais, enfin, je veux juste rebondir sur cette histoire de la tribune, et tout le monde le sait, quand on fait du content marketing et du contenu, il faut passer autant de temps et d'énergie à rédiger une bonne tribune qu'à la diffuser. Et si tu fais pas l'effort de la diffuser, elle va pas se diffuser toute seule. Ou sinon, c'est très exceptionnel, ce qui arrive, hein, mais il y a quand même un travail de diffusion. Et tu peux pas juste compter sur ta bonne étoile et la qualité de ton contenu pour que les choses marchent. Non, d'ailleurs, sinon on ne serait pas là, puisque là, on est là pour diffuser un livre et on est avec notre éditeur. Alors, donc, on a bien besoin de le diffuser. Tu vois, on n'a pas seulement consacré de l'énergie à l'écrire avec Philippe, on consacre de l'énergie aussi à essayer de le promouvoir, en tout cas. Donc oui, bien sûr, il ne s'agit pas de dire... on va plus faire de promo au sens de on va plus diffuser ce qui est intéressant. C'est-à-dire que quand tu prends une demi-heure de ton temps dans un magasin Decathlon pour expliquer à ton client et pour l'écouter te raconter ses entraînements et lui dire bah oui, peut-être qu'en effet maintenant tu es arrivé à un niveau où il faudrait que tu changes ceci ou cela, c'est de l'énergie. C'est pas autre chose, mais c'est de l'énergie qui est qualitative. C'est pas de l'énergie. On ne peut pas le faire avec tout le monde et on ne peut pas le faire tout le temps, quoi. Mais il faut aussi le faire rentrer dans le magasin avant de pouvoir lui donner des explications. Il y vient parce qu'il trouve quelqu'un à qui parler. Ouais, en fait, après, je pense que sur le constat, on n'est pas loin d'être à peu près tous d'accord. Mais je disais qu'hier, j'étais dans un club de marketeurs. Il y avait de tout, hein, c'était des marketeurs très expérimentés, des jeunes. Et que j'aurais fait à peu près le même pitch qu'aujourd'hui, et que après ça, il y avait des ateliers qu'ils avaient travaillé uniquement sur comment on fait pour améliorer les performances de mon marketing, et donc comment faire plus d'emails et plus d'opérations. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois que si c'est comme ça, c'est-à-dire qu'au début, ils sont tous d'accord, tout le monde est d'accord avec le constat, mais qu'on est pris dans un problème de culture marketing. Daniel parle de grande culture. Moi, je pense qu'il faut étendre, ou même poser la question de la culture du marketing. Et ce problème de culture du marketing, c'est le slide que vous avez sous les yeux si vous n'êtes pas embêté par le pop-up de Chrome. C'est de se dire qu'il y a un problème d'objectif déjà au départ. C'est-à-dire que les objectifs qu'on se donne quand on est marketeur, quand on arrive en sortant de l'école ou par la suite, quand on est expérimenté, c'est des objectifs essentiellement de je dois générer des leads si je suis en B2B, je dois travailler la notoriété, je dois travailler l'engagement, ça maintenant avec les réseaux sociaux, avec le web. Et donc, c'est des objectifs essentiellement quantitatifs. On est passé sur du ROI, et là encore, grâce au digital. Bien. C'est important de les avoir, hein, les indicateurs et cet objectif-là. Mais pour moi, c'est le troisième objectif seulement. Ce n'est pas le principal. Le principal objectif en tant que marketeur, c'est d'abord de se faire plaisir. Si tu es malheureux dans ton métier, change de métier. Et je ne suis pas sûr que faire des maths à longueur de journée pour un marketeur, ce soit forcément la solution. Parce que quand je dis maths, c'est travailler la data, uniquement la data, faire du marketing automation, faire des process, construire des process ultra compliqués. À un moment donné, quand tu fais du marketing, au départ, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai le sentiment que c'est aussi parce que tu as un esprit un peu créatif
quel que soit le marketing, y compris le marketing d'études, hein, par exemple, dans lequel tu t'es inscrit au départ. Donc, d'abord, se faire plaisir. La deuxième loi du marketing, et quelque part, il y a un peu du Asimov là-dedans, la deuxième loi du marketing, c'est de faire en sorte que ton public profite de ton travail de marketeur. C'est-à-dire que ton travail contribue à donner du sens à la vie des gens, à condition que ça n'intervienne pas ou ça n'interfère pas avec la première loi. Et c'est seulement en troisième position, en ce qui me concerne, que je vois l'objectif d'aider l'entreprise à améliorer ses résultats en ayant soi-même des bons résultats de marketeur, des bonnes campagnes qui fonctionnent bien. Et alors, si on se donne vraiment ces trois objectifs-là, on ne va pas, et qu'on les garde en tête au quotidien, on ne va pas chaque jour se dire « Ah oui, il faudrait pratiquer un marketing responsable, c'est bien ». Et puis juste après, ne se préoccuper que des opérations qu'on a mises en place. On va enfin commencer à se poser la question de travailler sa culture de marque. Et sa marque, d'une manière générale, l'expérience qu'on procure aux clients et la joie qu'on a à voir que des clients sont satisfaits, qu'ils reviennent plus nombreux et qu'ils s'engagent. Effectivement, derrière, après, il y a des bons résultats. Il y a une question qui a été posée, je crois, par Pascal, qui était est-ce qu'on a des preuves que ça fonctionne? J'ai mis ça en place chez Akio et on a effectivement des bons résultats derrière. Je pourrais en parler par la suite, si vous voulez. Alors, tu es élu de la question de Nero qui dit on réinvente pas le fil à couper le beurre aussi. Mais je te laisse avancer sur la suite pour montrer au-delà du constat et des trois lois qui sont des éléments rentrés dans les éléments clés de la méthode. Alors, les éléments clés de la méthode, c'est ce qu'on vous montre là. C'est 4 lignes d'inspiration et 4 piliers, 4 verticales, 4 piliers métiers. On est parti des lettres du mot zéro et on les a éclatés sur les 2 dimensions. Et en fait, ça va constituer une matrice dont on parlera après, mais qui est extrêmement intéressante et qui permet justement d'envisager une analyse réellement de tout ce qu'on fait. Alors, sur les 4 lignes d'inspiration, on s'est concentré sur Zen, sur émotion, sur Reload et sur Open. C'est plutôt une question d'attitude, de philosophie, de façon de voir le marketing, de façon de le faire aussi, bien sûr, de le mettre en œuvre. Et puis sur les verticales, ce sont plutôt les aspects métiers. Donc, comment appliquer, comment réellement mettre en œuvre les choses, comment organiser son marketing en étant cohérent. Et donc, quand on croise les deux, on voit un certain nombre de choses qui soit dysfonctionnent, soit pourraient être améliorées, soit pourraient être complètement revisitées, comme c'est l'esprit d'ailleurs de Reload qui pour nous signifie repartir de zéro. Et c'est quand même ce qu'on veut dire aussi, c'est le marketing, à la fois ce qu'on a fait avant serait bien ou moins bien. Enfin, c'est pas le débat n'est pas là. Le débat est qu'est-ce qu'on fait demain et qu'est-ce qu'on fait de mieux et comment on se réinvente, puisque il faut bien constater que on vit dans une société qui se réinvente sans arrêt. On vient de vivre 1 an ou plus, 1 an et demi d'extrêmes difficultés, de situations inédites. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, c'est toujours une question. C'est ce qu'on attend d'un marketeur qui soit capable de répondre à cette question. En tout cas, nous, on a cette envie. Voilà, donc sur le zen, c'est l'idée de la respiration, c'est l'idée de prendre son temps. Et moi, je discute avec aussi pas mal de gens dans le marketing, tout comme Philippe, et on constate que de plus en plus, les gens qui font ce métier n'ont pas le temps. Non seulement n'ont pas le temps de le faire correctement, mais n'ont même pas le temps de regarder des résultats, n'ont même pas le temps, parce qu'il y a une espèce de frénésie de l'action, en fait. Les gens qui nous ont dit, et j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, Gabriel, y compris dans tes équipes, on n'a qu'à faire de l'A/B testing pour voir si ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas tester 5 messages, 10 messages, et puis on verra lequel a mieux performé. Bon, avant, on pouvait pas le faire. Avant, il fallait quand même un peu réfléchir. C'est-à-dire qu'avant, on passait du temps, de l'énergie à se dire quel est le bon message. Aujourd'hui, on balance 10 messages et on se dit, bien, bon, il y en a un qui a marché, donc ça doit être le bon. Moi, je veux bien les vertus de l'A/B testing, je suis d'accord sur l'idée. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que tu vas faire 10 actions,
pour savoir s'il n'y en a pas une qui serait bonne. Est-ce qu'on aurait pu y réfléchir avant? Est-ce qu'on aurait pu prendre le temps de se poser, de se dire mais non, mais ça, c'est pas un bon message, ça va pas le faire. Oui, mais tu comprends, c'est à l'audience de me dire si le message est bon ou pas. Ok, j'entends ça, je suis tout à fait d'accord avec l'idée. Mais le résultat, c'est que les gens sont dans la folie de faire toujours plus de choses, d'être partout, de prendre la parole partout. On a aussi dit ça. Le digital, ça nous a conduit à être partout. Tu vois, pour certaines entreprises, c'est juste impossible. Quand tu dis à une PME, mais pourquoi tu n'as pas une chaîne YouTube? Parce que je ne sais pas faire une vidéo, en fait. Tu vois, mais pourquoi tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Parce que j'ai personne pour répondre. Mais pourquoi tu ne fais pas des newsletters? Mais parce que j'ai personne pour l'écrire. Donc, il y a un moment où, en fait, c'est la folie de faire des actions. Et ça, on pense qu'il faudrait quand même prendre le temps de respirer, faire un peu de yoga, de méditation, de retrouver une attitude un peu plus zen. C'est la même chose pour l'émotion. L'émotion, c'est bien. J'en parle depuis longtemps, comme tu le sais, le marketing émotionnel. Maintenant, tout le monde dit qu'il faut mettre de l'émotion, il faut mettre de l'émotion. Oui, mais enfin, pourquoi faire, c'est quoi l'objectif, quoi? Et l'émotion, de toute façon, dès que je communique, il y a de l'émotion. La communication, c'est émotionnel, par définition. Donc, ça nous a conduit à vouloir manipuler les gens, à vouloir jouer sur leur cerveau, à leur biais cognitif, à passer de fausses informations, etc. Donc, non, redonnons la place qu'elle a à l'émotion. Soyons lucides aussi là-dessus. Néanmoins, c'est ce qui va inscrire la marque dans le cerveau de nos clients, donc faisons-le correctement. Reload, pour nous, c'est la capacité à arrêter de penser qu'on pourrait tout le temps faire la même chose qu'avant, un peu mieux, et de temps en temps avoir la volonté de se dire, bon, ça, on ne le fait plus, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau? Avoir une vraie inspiration. Pour ça, il faut réfléchir. Si tu veux, quand tu sais que la plupart des gens ont un budget qui a été voté et passent la moitié de leur année à essayer de le dépenser sans trop savoir comment, alors donc ça on l'avait fait l'année dernière, tiens, on n'a qu'à le refaire. Voilà. Et si on changeait un petit peu la place du logo, ce serait sympa. C'est pas ça le marketing. C'est pas continuellement faire ce qu'on a déjà fait parce que au moins on l'avait déjà fait. Le dernier mot, c'est open. Open, pour nous, c'est l'idée d'être dans un monde ouvert. La méthode, tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce que la méthode va être fermée? Est-ce qu'on va déposer la méthode? Est-ce que ça veut dire que si je voulais l'utiliser, il faudrait d'abord que je fasse appel à vous? Non, on est dans un monde open, on est dans un monde collaboratif. La méthode, elle va se faire avec les gens qui voudront bien participer. Le marketing, c'est pas un marketing fermé, c'est pas juste une personne dans un bureau ou 3 personnes dans un bureau qui décident des actions marketing. Pour nous, ça devrait être transversal, ça devrait être écouter les clients, écouter les collaborateurs, aller chercher de l'inspiration dans d'autres secteurs. Je cite à chaque fois l'exemple le plus criant qui soit, c'est l'Apple Store. Ça vient de l'idée que si je regarde ce qui se passe dans un hall d'hôtel un peu de luxe, finalement, ça ressemble à autre chose qu'un magasin. Et quand je transfère ça dans un Apple Store, je crée un espace que tout le monde a envie aujourd'hui et se dit, mais c'est incroyable, quelle idée géniale. Oui, mais ça existait déjà, en fait. Pour tous ceux qui ont un jour mis un pied dans un hall d'hôtel luxueux, c'est exactement ça, en fait. Tu as des gens qui viennent vers toi, qui se présentent à toi, qui te disent, moi, je suis Véronique, moi, je suis Philippe, est-ce que je peux vous accompagner dans votre expérience? Vous avez une question précise, allons voir ensemble la personne qui sait y répondre. C'est aussi l'idée que tu n'avais plus besoin d'attendre, faire la queue à une caisse, mais qu'on pouvait t'encaisser directement une fois que tu avais acheté quelque chose, avec un terminal portable de paiement. Donc, toutes ces notions-là, elles sont venues d'autre part. C'est ça l'ouverture, c'est ça le open qu'on essaye de promouvoir, la co-construction, la co-construction, la collaboration. Alors, justement, pour être open avec la salle et les chats où il y a quand même beaucoup d'avis divergents,
de gens qui sont pas d'accord avec les lois, qui rappellent que malgré tout, il est important de faire des résultats et c'est pour ça qu'ils réunissent les équipes commerciales et marketing dans une logique d'alignement. D'autres qui disent que c'est le fruit de la concurrence qui amène à aller vers des pratiques de plus en plus agressives, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez pour que ce ne soit pas que des bonnes intentions? Ce ne sont pas que des bonnes intentions. La réponse, on l'a donnée depuis le départ. Tout ce qu'on préconise, et là on est parti que dans l'inspiration, on va effectivement parler ensuite des verticales métiers. Tout ce qu'on préconise va améliorer la performance du marketing qu'on fait. Et donc, l'idée, c'est pas continuellement de se comparer à ce qu'on faisait avant, ni à ses concurrents. L'idée, c'est de faire des choses différemment. Je veux dire, on a, je sais pas donner des exemples, mais on a toujours dit à Amazon que voilà, c'était l'exemple même de ce qu'il fallait pas faire, ça marcherait pas, ils perdaient de l'argent tous les jours. Et puis maintenant, on se rend compte que quand le gars te dit est-ce que tu voudrais avoir une Amazon Prime, bah, finalement, un abonnement qu'on t'a vendu alors qu'en fait, il est dans le service, il existait déjà. On trouve ça génial. Bah oui, parce qu'en fait, il savait dès le départ que ça prendrait 7 ans à devenir quelque chose de performant. Moi, les gens qui me disent aujourd'hui, il faut absolument faire de la performance pour tout de suite, pour demain, je ne sais pas, hier, j'ai entendu un conférencier professionnel m'expliquer que ça fait 15 ans qu'il fait ce métier-là, sauf que pendant 7 ans, bah, il n'y arrivait pas. Enfin, je veux dire, il galérait parce qu'il a fallu qu'il ait un peu de temps pour faire sa place, pour être connu, pour affiner sa conférence, pour être performant dans ce qu'il proposait. Ouais, l'une des expressions que je préfère dans le marketing, c'est « il faut 10 ans pour être célèbre du jour au lendemain ». Voilà, bah c'est ça. Je l'adore parce qu'elle est tellement vraie. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, tu vas sur Clubhouse et tu vas trouver une room qui t'explique que si tu appliques ma méthode, dans 3 semaines, tu auras multiplié ton business par 100. Bon, bah d'accord, vas-y, va sur Clubhouse, essaye de faire ça. Mais le problème de ça, c'est que 1, c'est faux et ça ne marchera pas pour toi. 2, ça bousille tout, quoi. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus de ce marketing-là. Bah, pour moi, ce n'est pas du marketing. Ces gens qui pensent que inonder la planète de messages et t'envoyer 50 fois le même message en automation, c'est ça faire du marketing? Ben non, c'est pas ça. Alors, quelque part, tu as la même chose avec le commerce. Hein. Il y a comme question dans le chat sur le sujet du commerce. Je suis également directeur commercial adjoint d'Akio. Et donc, j'assure justement l'alignement entre le marketing et la vente. Et j'ai une expérience commerciale avant. Et de fait, ce que j'ai constaté depuis longtemps, c'est que c'est de plus en plus difficile de vendre du produit, juste du produit. Maintenant, ce que les gens achètent, ce n'est pas un produit, c'est une expérience, c'est une aventure. Parce que voilà, on est dans un monde où c'est facile de trouver des produits. On en trouve partout. C'est un pays de cocagne, les pays industrialisés aujourd'hui. C'est un pays où on trouve tout. Et donc, c'est très difficile de se distinguer. Alors, on y arrive un peu. Hein, chez Akio. Akio est différent de ses concurrents sur certains points. Ça devient difficile hein, de vraiment uniquement d'être sur le produit. Donc, il faut vendre une expérience qui va autour. Et les commerciaux, quand ils arrivent et juste ils présentent le produit, vas-y que je te, ça passe pas. Donc, c'est le même constat au niveau commercial qu'on fait ici au niveau du marketing. C'est-à-dire, si tu y vas bourrin et que tu fonces, et je sais qu'il y a Loïc Simon qui est dans la salle pour interagir là-dessus aussi, si tu y vas bourrin, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, tu n'as pas les bons scores. Chez Akio, il n'y avait pas les bons scores. On a changé complètement ça et on est passé, donc là, on va passer au pilier métier, on passe à l'idée de réfléchir avant d'agir. Ce qui est d'ailleurs, me semble-t-il, assez logique. Si on s'enferme dans l'action et qu'on ne pense qu'à l'action, et qu'aux indicateurs, eh ben, on va arriver à ce qu'on appelle la loi de Goodhart, que vous connaissez peut-être. C'est une loi qui dit que quand les indicateurs deviennent essentiels, ce ne sont plus des bons indicateurs, parce qu'on ne fait plus qu'essayer d'obtenir des bons résultats en termes d'indicateurs. On ne se préoccupe plus du contenu réellement et du sens que ça donne. Donc, il faut d'abord reprendre un petit peu prise avec la vision de l'entreprise. Et là, je rebondis aussi sur ce que disait Damien dans le chat. Le premier pilier de la méthode, c'est le zoom. Alors, vous avez forcément constaté que les lettres commencent par Z, E, R, O comme 0.
Ça ne vous a pas échappé, hein. Pareil pour les lignes d'aspiration, c'est un procédé mnémotechnique. Le zoom, c'est la vision. Pourquoi? Parce que le zoom, c'est un mouvement de caméra qui va sur un point dans le lointain. En outre, c'est un mouvement qui est dynamique. Et donc, en l'occurrence, pourquoi ce point dans le lointain? C'est la vision de l'entreprise. Ce n'est pas possible de vendre aujourd'hui si vous n'êtes pas parfaitement conscient de la vision de votre entreprise. La vision, c'est il y a un problème, le marché a un problème, et mon entreprise a une solution pour résoudre ce problème. Et grâce à cette solution, on va avoir des bénéfices. Et par ailleurs, toujours dans la vision, il y a un dernier point qui est important, qui est l'atout. C'est-à-dire que ma solution, les autres ne l'ont pas, et elle garantit que ma promesse sera respectée, que je vais effectivement résoudre le problème. Donc ça se construit. Ça se construit une fois que vous avez une vision qui est claire, qui est nette, vous avez la raison d'être de l'entreprise. Encore une fois, il y a de plus en plus d'entreprises qui se posent la question de leur raison d'être, hein, pour ne pas dire toutes les entreprises d'aujourd'hui, en tout cas toutes les grandes entreprises et les ETI. Et donc, le marketing, du coup, s'inscrit très bien, le marketing zéro, s'inscrit très bien dans cette évolution de la volonté des directions générales d'aller vers un discours de raison d'être et d'apporter du sens à la société. Le deuxième pilier, c'est l'expérience. Pourquoi l'expérience? Alors, le zoom, c'est la stratégie, l'expérience, c'est la tactique, le reframing, c'est les budgets, et l'opinion, c'est l'organisation, si je devais simplifier, hein. L'expérience, c'est l'aspect tactique de la chose. C'est-à-dire, encore une fois, on ne va pas vendre uniquement un produit, on va vendre tout ce qui est autour. Alors, sur l'expérience, il y a énormément de littérature, c'est très, très abondant, ça date du début des années 2000 avec The Experience Economy de Gilmore, que je vous incite à lire, c'est un bouquin extraordinaire, c'est fabuleux. Et donc, l'expérience, ça se travaille, ça prend du temps de le travailler. Il y a beaucoup, beaucoup de dimensions sur lesquelles il faut travailler. Chez Akio, on l'a fait notamment. On travaille de plus en plus l'expérience. Par exemple, c'est un éditeur logiciel Akio, toutes les 3 semaines, on invite nos clients à discuter avec nous de l'évolution du produit. Ça fait partie de l'expérience d'utilisation de produit que d'avoir un retour possible avec le client. Bon, je passe sur l'expérience. Reframing, on en a parlé, c'est l'idée de… c'est très clair, hein. Vous avez des budgets, vous avez des lignes budgétaires en tant que directeur marketing. Au lieu d'en mettre plein sur les événements, sur les campagnes email, sur le marketing automation, sur le targeting, etc., vous allez mettre une grosse partie de ces budgets sur les études, la réflexion stratégique, le positionnement, la marque, le travail de la marque. Vous allez travailler également sur tout ce qui est lié au marketing produit, bien sûr, puisque ça entre dans l'expérience. Et puis le dernier point, le dernier pilier, c'est, alors oui, dans le reframing, on le voit sur le slide, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est vraiment un basculement de la partie opérationnelle, qu'on dit outside, vers la partie, entre guillemets, réflexion. Ça va être un peu simpliste, hein, mais c'est schématique, mais ça aide à bien comprendre justement au quotidien comment vous pourriez le faire. Et donc de passer sur de l'inside, c'est-à-dire plus de la réflexion et de la mise en place d'expérience. Et puis le dernier point, c'est opinion. Alors là, c'est la question de l'organisation. Comment on organise tout ça? Je disais que je suis directeur marketing et directeur commercial adjoint. Évidemment, je suis, comme beaucoup d'entre nous, à fond sur la question de comment on fait pour faire passer ce message marketing aux commerciaux et réciproquement. Et plus généralement, comment aussi on fait passer ces messages-là aux autres départements de l'entreprise avec lesquels, forcément, en tant que marketeur, on interagit. Autrement dit, c'est la question de la transversalité. Et pour moi, la réponse, c'est qu'il faut repartir de l'objectif final qui est la satisfaction client, l'opinion que les clients ont de nous. Et donc, ils n'ont pas tous la même satisfaction. Donc, vous avez des clients qui sont très heureux, on va les traiter, entre guillemets, d'une certaine façon, on va les soigner d'une certaine façon. Ce qui veut dire qu'il faut des marketeurs, des commerciaux, probablement des spécialistes relations clients, du support, je sais pas, des ingénieurs, si vous êtes comme moi chez un éditeur logiciel, etc., qui soient quelque part spécialisés sur comment on fait pour transformer un client très satisfait en ambassadeur de la marque. À l'inverse, vous avez des clients qui sont très mécontents. Donc, ce sont d'autres profils, avec d'autres qualités, d'autres muscles, qui vont travailler sur d'autres processus. Et donc, comme ça, on va créer des processus métiers qui ne sont pas des… j'ai le marketing d'un côté qui discute difficilement avec le commerce, qui discute difficilement avec le projet, etc. C'est plutôt des processus qui sont liés à l'opinion que les clients ont de votre produit, de votre marque, etc. Et donc, ça implique qu'on a un processus, par exemple, d'acquisition pour les clients qui ont une opinion nulle, puisqu'ils ne nous connaissent pas. Remontada, c'est ceux qui sont très, très mécontents et qu'on va essayer de transformer en clients contents, etc.
Voilà pour les. Je ne peux qu'adhérer à cette vision du processus et je vous rappelle un excellent livre encore chez 1 minute 30 Publishing qui s'appelle Acquisition Strategy Design. Alors, vous voyez en tout petit si vous n'avez pas le pop-up, mais qui justement vous aide à construire cette vision en processus de l'acquisition. Et toujours pour faire de la promo d'excellents livres chez 1 minute 30 Publishing, on va en faire un sur l'expérience client en octobre qui va s'appeler Customer Experience Redesign. Et effectivement, ces processus, moi, ce que je trouve intéressant dans une vision processus, c'est que ça se parallélise. Et plutôt que d'être dans une opposition d'objectifs, de fidélisation d'un côté, d'acquisition de l'autre, ben, on parallélise ces processus en fonction aussi du public, alors que vous définissez les prospects, les clients sur le départ, les clients ponctuels, etc. Et que chaque public ne va pas rentrer dans le même processus parce qu'il n'est pas il part pas du même point de départ, quoi. Ouais. Ouais, l'autre point pour moi, c'est que ça évite d'envoyer les messages aux mauvaises personnes, tu vois, parce que c'est quand même ce qu'on a souvent fait en marketing. Et tout à l'heure dans le chat, on nous disait, bah oui, si on t'envoie un message et que tu réponds pas, c'est pas une bonne idée. Tu pourrais au moins répondre, c'est la politesse. Je suis d'accord, mais il y a un moment où les messages non sollicités, c'est aussi de l'impolitesse. Donc, quelque part, si on savait quelle était mon opinion, on n'enverrait pas le même message. Là, on n'aurait pas le même process. On n'aurait pas recours aux mêmes instruments, aux mêmes outils marketing. Donc, c'est pour ça que cette vision-là, elle est hyper intéressante parce que en fonction de l'opinion, de la satisfaction que j'ai, de la connaissance que j'ai de la marque, de l'entreprise et de ses produits, des expériences qu'elle me propose, eh bien, on ne va pas me parler de la même façon. Et c'est ce qui se passe. Tout à l'heure, je le disais chez Decathlon, l'accompagnement coaching du vendeur auprès de certains sportifs, qui sont des clients, en fait, hein, quel que soit, enfin, pas quel que soit leur niveau, mais il est adapté au niveau. Eh ben, il n'est pas possible pour tout le monde. Il n'est pas présenté à tout le monde parce qu'il faut déjà avoir un niveau de relation ou de satisfaction et d'engagement avec la marque pour pouvoir accepter ça et avoir envie de ça. Donc, on ne va pas le proposer à des gens qui viennent juste acheter une boîte de balles de tennis ou qui viennent vite fait chercher un t-shirt pour aller courir. Parce que leur besoin n'est pas le même. Leur besoin au sens de la relation avec la marque n'est pas le même du tout. Leur expérience n'est pas du tout la même. Elle n'est pas compatible avec ce genre de proposition d'accompagnement. Et aujourd'hui, cette méthode, elle permet aussi ça, d'être lucide sur qu'est-ce qu'on va présenter, quel process on va mettre en place en fonction des audiences, des publics, en fonction de bien sûr de la vision qu'on a, de ce qu'on va créer comme valeur. On approche de la fin, mes amis. Est-ce qu'il y a des choses importantes que vous voulez partager parce que j'essaye de tenir les délais et d'être à l'heure, parce que je sais que les gens, en les faisant sourire, ils ont d'autres choses derrière. Donc, on pourra continuer à un autre moment, mais les 5 dernières minutes. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais la première chose, c'est évidemment qu'on va proposer aux gens de découvrir la méthode à travers des ateliers, déjà, c'est la première chose. Que monter un atelier marketing zéro, enfin on va leur proposer de lire le livre aussi, bien sûr, mais monter un atelier marketing zéro, c'est commencer par évaluer, évidemment sous l'angle de la matrice, c'est pour ça que je remets sur ce slide les 8 dimensions qu'on vient d'exposer rapidement, d'évaluer où on en est, de voir si on est zen et dans l'émotion, reload et open, et puis si aussi on est capable de mettre en place le métier suivant le zoom, l'expérience, le reframing et l'opinion, et puis d'identifier un ou plusieurs axes sur lesquels on a envie d'approfondir et de travailler et de reprendre les choses et de refabriquer son marketing au sens du reload et du reframing, c'est-à-dire au sens d'un équilibrage budgétaire et de ressources et d'une capacité à se réinventer. Donc, il y a effectivement une méthode qui demande d'abord une évaluation, c'est ce qu'on a d'ailleurs fait, hein, un constat, on va dire,
une photographie de l'existant et puis ensuite qui propose d'avancer. Il y a Pascal qui demande si est-ce que Marketing Zero est une méthode concurrente de Acquisition Strategy Design. Alors concurrente non, complémentaire oui, parce que on peut travailler sur son processus d'acquisition d'un côté et travailler sur son Marketing Zero ou sur une réflexion sur la pertinence de son marketing, son efficacité, beaucoup plus au sens large, parce qu'on n'est pas dans le processus d'acquisition en particulier, mais on est sur l'ensemble du marketing, à travers Marketing Zero. C'est ce que je disais à l'instant aussi sur ce que vous mettiez en avant en termes de processment. Un certain nombre de processus doivent être traités en parallèle, et c'est pas parce qu'on améliore l'acquisition d'un côté qu'on doit pas se poser des questions sur le sens de ce qu'on fait et la répétition de ce qu'on fait de l'autre, quoi. Bien sûr. Oui, c'est pas du tout opposable, c'est très complémentaire en fait. Et d'ailleurs, dans le nouveau site d'1 minute 30 qui est en cours de réalisation, on est en train de mettre en avant l'ensemble des méthodologies, alors celles qui sont propres à 1 minute 30, celles de Philippe et Patrice aussi, sur créer une offre d'atelier complémentaire pour adresser les différents challenges et les différents enjeux du marketing, qui parfois, tout en étant complémentaires, peuvent amener à des réflexions contradictoires. Parce que entre le processus d'acquisition et le processus de fidélisation, on peut avoir des objectifs contradictoires, enfin, ou des actions contradictoires, et donc la nécessité de trancher aussi, quoi. Ouais, au-delà du livre, au-delà de l'atelier, ce qu'on essaye de voir, c'est dans quelle mesure, il n'y a que vous qui allez pouvoir dire ça, vous, l'audience, c'est dans quelle mesure est-ce que, vous êtes d'accord avec le constat de départ qu'on fait que les pratiques marketing conduisent à un marketing malpropre et peu apprécié des publics qui risquent de poser problème. Moi, ma belle-fille est en agence de com, enfin, est en école de communication, et je crains un peu que sa motivation retombe à force qu'elle entende les gens dire « Ah oui, tu fais du marketing, hein ». Donc, déjà, est-ce que vous partagez ce constat? Et d'autre part, est-ce que, bon, là, on a proposé une méthode, on propose une méthode à laquelle on a réfléchi, on a interrogé plein de monde, etc. Donc, je pense que ça vaut le coup de partir de là comme hypothèse de travail pour aller plus loin. Mais au-delà de ça, on peut aussi se réunir tous pour parler de ça, justement. Prendre conscience du fait qu'il faut pratiquer le marketing autrement. Et quand Loïc dit qu'il y a un autre bouquin qui s'appelle Marketing Rebellion de Schaffer qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant, je crois, qui a déjà évoqué ça, et il y en a d'autres qui sont cités dans le livre d'ailleurs. On a pas mal lu, évidemment, il y a pas mal de choses qui sortent, il y a beaucoup de littérature sur le sujet il faut faire les choses autrement, et je pense que le mot, en fait, pour moi, c'est il faut refonder le marketing, il faut le faire vraiment différemment. Il faut s'imaginer au quotidien différemment, et pas se laisser entraîner dans l'aspect quantitatif du métier, qui est lié au digital, très certainement, et dans lequel on s'enferme complètement. J'ajoute, et peut-être c'est aussi le mot de la fin, enfin, c'est une question qui était posée au début, et donc ça boucle la boucle quelque part, je veux dire, c'est que les résultats qu'on peut obtenir en travaillant plus qualitativement, ils sont vraiment remarquables. Moi, je l'ai vécu chez Akio, on a un trafic web qui a baissé, mais une densité de visites qui a très fortement augmenté, ce qui veut dire que les gens passent plus de temps sur le site, parce que les contenus qu'on y propose sont d'une part parfaitement en ligne avec la vision de l'entreprise et parfaitement en ligne avec les besoins du marché. D'autre part, le chiffre d'affaires généré par l'équipe marketing a doublé pratiquement en l'espace d'un an, 1 an et demi, alors que le nombre de leads avait diminué. Donc les indicateurs quantitatifs habituels, ça vaut ce que ça vaut. La réalité, c'est que le chiffre généré derrière est bien meilleur. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent nous voir sont convaincus de l'apport qu'on peut faire. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il y a quelqu'un qui avait dit, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Moi, je dis, il ne faut pas avoir peur du marketing. Il ne faut pas avoir peur de pratiquer un marketing de qualité. On prend le temps de réfléchir, tant pis, il n'y a pas d'action tout de suite. Nous, chez Akio, on a supprimé des événements, on a supprimé plein d'opérations
et on a supprimé des budgets, alors qu'on s'était pratiqué depuis des années, parce que c'était pas compatible avec un marketing zéro et qu'il fallait d'abord réfléchir à ce qu'on voulait faire et le sens qu'on voulait apporter au monde. Donc voilà, j'invite à des états généraux du marketing. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, ça a provoqué le débat, ça a fait réagir. Ça veut dire que c'est toujours intéressant, des retours positifs sur la fin aussi de la part d'Olivier Bertin aussi, que je salue aussi, Catherine Coupé, alors qu'il a fait en privé, je prendrai le temps de le regarder. Enfin, tout ça pour dire que vous ouvrez un débat, que je suis ravi de l'accueillir, qu'il faut continuer à creuser. Patrice, on travaille sur l'atelier ce midi, on en discute avec les consultants d'1 minute 30, et en vous écoutant, je me disais que ça valait peut-être le coup de tester cet atelier chez nous d'ailleurs à l'occasion. Ça pourrait être intéressant et de voir ce que ça donne. Voilà, merci à tous. Semaine prochaine, je suis avec Chloé Duval pour qu'on parle de la deuxième méthode de marketing pour les RH. On avait déjà parlé avec Hervé Solus de recrutement. Là, on va parler de je sais plus laquelle. Donc, à la semaine prochaine pour la sortie de marketing RH et de marketing zéro dans vos librairies, sur Amazon, sur la Fnac. Vous pouvez déjà précommander là où c'est possible de précommander le marketing responsable dont vous êtes le héros. Merci à tous. Merci aussi beaucoup pour tous les participants dans la salle. Olivier, Nero, Kélier, Daniel Beau, Loïc, Philippe, plein de gens que je connais et qui s'intéressent à ce sujet. Ça veut dire que c'est un bon sujet. Merci. À bientôt. Merci à toi, Gabriel. Merci à vous tous. À bientôt.